Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans notre édition régionale. Place à l'info avec à la une de l'actualité ce soir, une opération de contrôle peu courante, le DOM de la Soufrière. Cette zone à risque est interdite d'accès et les autorités ont tenu aujourd'hui à rappeler les règles. Un moment très attendu par la communauté catholique, l'ordination du nouvel évêque de la Guadeloupe, Monseigneur Philippe Guillougou. La célébration aura lieu demain, non pas à la cathédrale de Basse-Terre, mais au vélodrome de Bémao. Nous avons suivi les préparatifs. Chevalier, ce film qui retrace la vie de Joseph Bologne, plus connu sous le nom du Chevalier de Saint-Georges, ne sera pas diffusé au cinéma en France. La production propose en revanche ce long métrage sur une plateforme de streaming. Notre équipe a voulu en savoir davantage sur les raisons de ce choix. Et avec nous ce soir, un invité, Jean-Claude Glandor, le président de l'Ordre des Gardiens du Patrimoine. Ce sera l'occasion d'évoquer le parcours de ce musicien guadeloupéen hors du commun. Un économiste romancier, pour son premier ouvrage, Le Chant des fromagers, Sébastien Matoura-Parsad nous plonge au cœur de l'histoire de la Guadeloupe et relate l'épopée d'un noir africain réduit en esclavage. Il l'a présenté lors d'une rencontre littéraire. Une étape bien arrosée, le coup d'envoi du Traditour a été donné ce matin avec un départ sous la pluie de Dé jusqu'à Sainte-Rose où la flotte est arrivée en fin de matinée avec de l'avance par rapport à ce qui était prévu. Les trompes d'eau ont porté chance au canot Surprise là, barré par Karl Chipotel avec son équipage. Un vent favorable et une bonne gestion de la météo pour Maxime Chipotel, membre de l'équipage. Ce sont des éléments qui ont favorisé la victoire de cette première journée de course. On l'écoute, il répond à Yael Selbonne et Jean-Marie Mavounzi. On a fait le choix de partir très léger. On n'avait jamais expérimenté cette composition d'équipage. Ça a payé aujourd'hui, donc on a souffert, mais on est content puisqu'on arrive premier. Alors vous avez souffert, qu'est-ce qui s'est passé? Les conditions n'étaient pas du tout favorables, on a vu? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au début, forcément, le vent était léger. D'où notre choix de partir relativement léger. Sauf que malheureusement, c'est monté, on s'y attendait. On savait qu'on allait devoir serrer les dents. C'est chose faite, l'équipe a fait un super travail. On a tenu jusqu'au bout et la victoire est à la clé. Et je vous invite à suivre l'émission Carnet de bord préparée par nos équipes et présentée par Yael Selbonne. C'est tout à l'heure, juste après le journal, à 20h. C'est un jour anniversaire, le 8 juillet 1976. La Soufrière entrait en éruption. En 2019, un périmètre de sécurité autour du cratère a été installé, mais les consignes ne sont pas toujours respectées par les randonneurs. Un contrôle mené par la gendarmerie, la police municipale et les inspecteurs de l'environnement du parc national était organisé aujourd'hui pour rappeler avant tout les risques que le DOM présente. C'est un reportage de Michael Bastide et Bruno Pensiovillon. En contrebas du massif de la Soufrière à la savane à mulets, des policiers du parc national et des gendarmes préparent une opération de contrôle avant d'entreprendre l'ascension du volcan. Parce que ça va grimper du début jusqu'à la fin simplement. L'équipe interservice s'élance à l'assaut du DOM de la Vieille Dame sous un temps pluvieux. Sur la route, il est bon de rappeler quelques consignes de sécurité aux visiteurs d'un jour. C'est favorable, il fait frais, il n'y a pas de soleil. C'est ça que je viens de dire. Donc on peut jouer. Ah ben voilà. Mais en respectant les consignes. Oui, Parce oui, que là, oui. si tu vois que ça tonne, C'est pas la peine, il faut redescendre. Il faut redescendre. Ouais. Le site le plus prestigieux du parc national attire chaque année des centaines de milliers de randonneurs. Au sommet du volcan, un périmètre de sécurité matérialisé par ces barrières en bois délimite une zone interdite aux personnes non habilitées. Nous avons des risques d'affaissement, des boues chaudes, des projections de boue, ce qui fait que c'est une zone qui est dangereuse pour les personnes qui ne sont pas habituées. Les autres peuvent arriver jusque là où on est, mais cette barrière, elle est autorisée qu'au personnel du parc, de la gendarmerie, de l'observatoire et aussi des guides de moyenne montagne qui peuvent y accéder avec leurs clients sous condition de respecter un équipement, de porter un équipement, d'avoir une assurance. Masque à gaz sur le visage à cause des fumerolles toxiques plus importantes ces derniers mois. De retour de l'opération de contrôle dans la zone à risque, rien à signaler. Ça n'a rien donné. Bon, les conditions climatiques aussi sont pas favorables. Donc du coup, personne sur site. Bon, donc on est content de ça, entre guillemets. Mais l'objectif, ça aurait été que les gens comprennent aujourd'hui que
ne pas y aller sur cette zone-là parce qu'il y a des dangers et c'est ça le plus important. D'autres opérations de ce type seront menées afin de veiller au respect du périmètre de sécurité autour du cratère de la Soufrière, fixé par l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2019. Il y a donc près de 50 ans, des milliers d'habitants de la région bastérienne avaient dû être évacués. L'occasion pour nous ce soir d'évoquer la prévention des risques volcaniques. Désormais, parmi les dispositifs prévus, il existe un jumelage des communes. Saint-François, par exemple, a été désigné comme ville d'accueil des habitants de Saint-Claude en cas de danger. Des explications avec Thierry Philippe. Vieux-Fort, près de 2000 habitants, fait partie de la liste des 9 communes du Sud-Bastère exposées au risque volcanique et susceptibles d'être évacuées en cas d'éruption. Chacune doit conclure un jumelage avec une commune d'accueil éloignée du danger. Vieux-Fort, pour sa part, est en binôme avec Saint-François. Cela signifie que cette dernière pourrait héberger la population qui ne trouverait pas à se reloger par ses propres moyens. Elle devrait aussi pouvoir assurer la continuité de la vie économique, sociale et administrative. Cela a déjà été en quelque sorte le cas dans le passé. En 1976, ces deux communes s'étaient entendues. Mais en 1976, c'était vraiment dans la réactivité que les choses ont été mises en place. Là, il s'agit de mettre un protocole bien organisé pour pouvoir évacuer la population avec des éléments qui nous sont réglementairement demandés. C'est une obligation qui nous a été faite pour avoir à notre disposition un plan hors sec gérable, un PCS aussi gérable, le PCS que la commune de Vieux-Fort n'avait pas encore pu établir. Nous avons aujourd'hui un PCS qui doit être validé par l'État, par les instances dans quelques jours. Vieux-Fort possède encore de nombreuses zones enclavées. Nous sommes ici à Lens-du-Puy, un petit port de pêche très fréquenté qui demande une attention particulière en cas d'évacuation. Nous avons envisagé toutes les situations dans le cadre du PCS, du plan communal de sauvegarde de sécurité. Nous avons aussi envisagé l'avenir parce qu'il est nécessaire, compte tenu du nombre de personnes qui fréquentent cet espace-là, de construire aussi une voirie qui permettent en toute sécurité de dégager ces populations qui sont là. La liste de toutes les communes binomées en cas d'évacuation suite à une phase éruptive de la Soufrière n'est pas totalement dressée à ce jour. Une convention est en cours, mais des exercices volcaniques ont déjà été effectués en ce qui concerne les villes de Saint-Claude et de Baie-Mahault, qui devraient être en binôme. Vous l'avez bien noté, Vieux-Fort est jumelé avec la ville de Saint-François. Pour les catholiques de la Guadeloupe, on peut parler d'un événement majeur qui se prépare. Demain, ils seront des milliers à suivre l'ordination du nouvel évêque, Monseigneur Philippe Guiougou. La célébration se déroulera au Vélodrome de Gourdeliane, où l'on s'activait toute la journée pour accueillir la cérémonie aux allures de show. Alexandre Ouda, Ludovic Guédu. On va mettre le lit, le tissu tendu pour cacher le bloc là. Voilà, ça sera bien. Celui-là, on va cacher. Attends. Depuis 15h cet après-midi, elle n'arrête pas. Germaine et son équipe travaillent d'arrache-pied pour réaliser les nombreuses compositions florales qui décorent cette cérémonie. Après avoir été retardés par le mauvais temps hier, les poussins ont terminé leurs travaux jusqu'à 3h du matin. Et il leur reste encore du pain sur la planche. Je donne un peu de mon temps, je sais que c'est pour la bonne cause, c'est pour notre Dieu, donc ça va. Je ne suis pas seule, je suis avec des collègues et les choristes de Saint-Luc. Ce sont des amis qui font partie de la déco aussi. Et nous n'avons pas terminé. Ce soir encore, vous pensez Oui, parce qu'il faut faire tout le tour de l'auditorium. Et les équipes techniques ne sont pas en reste. Cela fait 5 jours qu'elles acheminent à la main les matériaux nécessaires à l'installation de cet échafaudage, truffé de lumière, d'écrans et de matériel sono dernier cri, soigneusement déployé pour assurer une acoustique parfaite dans ce vélodrome. C'est un travail effectivement titanesque parce que celui est extraordinaire, s'y prête. Mais le seul souci, c'est que c'est un vélodrome où les accès camions n'ont pas été pensés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour monter tout ce que vous voyez derrière nous, vous avez à peu près 200 mètres cubes de matériel. Donc tout ça, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe qui sera minutieusement testé ici, en régie. L'objectif est clair, que cette cérémonie soit la plus belle possible. C'est une régie de captation unique, avec une dizaine de caméras et drones.
On va essayer de... en tout cas, l'équipe est chargée d'essayer de faire vivre la planète entière. De bons moments autour de cette ordination, qui se promet en tout cas d'être une ordination exceptionnelle. Le rendez-vous est donc donné demain, dans ce vélodrome de Gourdeliane, où 8000 personnes sont attendues. Et notez que des perturbations sont à prévoir aux abords du vélodrome. La circulation sera réglementée pour l'occasion dans le sens Lamentin-Bemao. La voie de droite sera neutralisée de 10h à 22h. Enfin, l'ordination de Monseigneur Gyougou sera retransmise en direct sur nos antennes à partir de 16h15. Le Tour cycliste de la Martinique a démarré aujourd'hui. 21 équipes participent à cette 42e édition. 116 coureurs se sont élancés de Saint-Joseph pour une étape de plus de 131 km qui les a conduits jusqu'au Marin. Elle a été remportée au sprint par le coureur belge Raphaël Olivier et Clémencio devant Michael Stanislas et le Guadeloupéen Damien Ursel. Le résumé du jour avec Christophe Arnerin. Départ pluvieux à Saint-Joseph, 116 coureurs engagés pour la première étape de 131 km 800 jusqu'au Marin. Au pied de la côte d'Augrain, au Robert, premier prix de la montagne de niveau 3. Raphaël Olivier Clémencio et Robbie Van Pret de l'équipe suisse Kipsleiking placent une attaque. Mais dans leur roue, retour de deux grimpeurs locaux, Eddy Michel Calemart et Mickaël Laurent. C'est le doyen des coureurs de la pédale pilotine qui s'impose au sommet. Déjà un premier signe d'affluence populaire pour cette 42e édition au sommet de Chopot et aux avant-postes, le dossard 19, Raphaël Olivier Clémencio. Mais la route est encore longue jusqu'à la ligne d'arrivée et les organismes commencent à payer le prix des ascensions répétées. Les écarts se creusent, une 12 en direction du Vauclin. Dans le groupe des poursuivants, ça se réveille enfin sous l'impulsion des deux Colombiens de la pédale pilotine et tentent de réduire leurs écarts avec la tête de course. Ils ont pris les commandes de leur peloton et imposent un nouveau rythme. Fait de course, Michael Stanislas est victime d'une crevaison au giratoire des Moubins à Sainte-Luce. Le leader de la JC 231 Leclerc Clécode voit ses ambitions reculer. Alors que se dessinent les contreforts marinois, contre toute attente, c'est le retour de Michael Stanislas aux avant-postes. À l'arrivée, au bourg, au Marin, tout le monde s'observe dans le groupe de tête. Le sprint est lancé dans les 100 derniers mètres. C'est Raphaël Olivier Clémencio de l'équipe suisse qui s'impose en 3h 10 minutes et 8 secondes devant Michael Stanislas de la JC 231 et Jocelyn Delomo de la sélection de la Guadeloupe. Ça aide que je suis demi-suisse, demi-filipino et j'aime bien le chaleur, j'aime bien le soleil. Ouais, ça fait plaisir, j'aime bien le vélo. Moi, je visais la victoire d'étape. Comme on n'a pas d'équipe pour contrôler, bon, une deuxième place, c'est toujours bien. Et au moins, ça me fait plaisir d'être en avant aujourd'hui. Je vous le disais en titre, le film n'est pas sorti au cinéma en France, mais il est diffusé sur une plateforme de streaming. Chevalier raconte l'itinéraire d'un Guadeloupéen hors pair, le Chevalier de Saint-Georges. Cette production met en lumière cet illustre personnage, brillant escrimeur et musicien de génie. Alors pourquoi cette figure historique n'a-t-elle pas suscité l'intérêt du cinéma français? Des éléments de réponse avec nos confrères d'Outre-mer Première. Il était bel homme, grand, athlétique, escrimeur hors pair et surtout violoniste accompli, mais né esclave en Guadeloupe au temps des Lumières. Il s'agit du Chevalier de Saint-Georges. Plus de 2 siècles se sont écoulés et de ce héros français, les Américains se sont emparés pour mettre en lumière dans un film ce parcours hors norme. Il a la chance d'avoir un père très riche qui s'intéresse à lui et qui le fait passer assez rapidement en France, hexagonale, en France en tout cas comme on disait à l'époque, et qui s'occupe de lui. Il a une virtuosité à l'archet comme il l'a au fleuret. Et c'est ce qui enthousiasme les foules. Saint-Georges est le seul compositeur et virtuose du XVIIIe siècle à avoir rempli des salles de 2-3 000 personnes. Ce Guadeloupéen a donc eu un destin hors du commun et pourrait être considéré comme l'un des plus beaux représentants de la diversité. Pourtant, jusqu'ici, il n'a pas inspiré le cinéma français ni le monde de la télé. Méconnaissance ou juste frilosité, des projets ont pourtant été proposés. On m'a dit que c'était pas, le personnage n'avait pas assez de panache, qu'il n'avait pas fait de choses assez
assez fortes et assez emblématiques, comme quelqu'un comme Toussaint Louverture, par exemple, ou comme Joséphine Baker, qui, elle, s'était engagée justement en tant qu'espionne. On aurait aimé le voir à Cannes, comme on a vu Jeanne du Barry. À Cannes, voilà, ça fait rêver, c'est une évocation de Versailles. Sera spectaculaire. Osez. Compositeur de génie, pourtant méconnu en France hexagonale, alors qu'il est cité chez Balzac ou encore Alexandre Dumas. Presque 300 œuvres à son répertoire, mais aucun orchestre ne porte actuellement son nom dans l'Hexagone. En cause notamment le contexte historique. Le chevalier est contemporain de la Révolution française et décède juste avant que Bonaparte ne devienne premier consul. Dès son arrivée au pouvoir, Napoléon rétablit l'esclavage. À ce moment-là, il est hors de question qu'on puisse admettre qu'un noir ait pu composer de la musique comparable à celle de Mozart et de Haydn. L'œuvre de Saint-Georges est jetée aux oubliettes. L'univers du chevalier commencerait, cela dit, à donner quelques idées. Après le succès des 3 Mousquetaires, une série serait à son tour en projet pour une plateforme et son 3e volet s'intitulerait « Le Mousquetaire Noir », probablement inspiré du Chevalier de Saint-Georges. Une histoire passionnante et on va en parler tout de suite avec notre invité Jean-Claude de Glandor. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de l'Ordre des gardiens du patrimoine de la Guadeloupe. Alors, une version hollywoodienne du Chevalier de Saint-Georges, vous adhérez? Est-ce que selon vous, ça peut contribuer à mieux faire connaître ce personnage? J'adhère et on l'attendait. Parce qu'en fait, on a eu dès le début des idées de Walt Disney de mettre en place ce film, on a eu quelques contacts avec notamment Marlon Daniel, qui est un passionné de Saint-Georges. Ce film, en tout cas pour nous, passionnés de Saint-Georges, il rétablit déjà un premier élément dès l'entrée du film, ce fameux contact, ce duel, cette battle moderne entre Saint-Georges et Mozart, où Saint-Georges remet Mozart à sa place, parce qu'il est vrai que Saint-Georges, c'est une autre musique que la musique de Mozart. Saint-Georges est vraiment un virtuose qu'on n'a pas su reconnaître. On le compare d'ailleurs souvent à Mozart, on dit que c'est le Mozart noir, bon ça agace beaucoup de personnes. Oui. On va revenir un petit peu sur ses débuts, sur son histoire. Il est né à Baïf, métis, donc d'une union entre une esclave et un planteur, Georges Bologne. Son père l'a reconnu, on l'a entendu, il a tenu à lui offrir la meilleure éducation, musique, escrime, et à partir de là, il a excellé. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il l'a reconnu, pas dans les termes qu'on imagine aujourd'hui, puisque le Code noir interdit ce genre d'action, mais son père va vraiment s'intéresser à lui, puisqu'il est le fruit d'une passion entre Anne, qui est esclave sur l'habitation, et Georges, qui est le propriétaire, qui est un homme qui est passionné par la musique, par les arts, par tout ce qui est modernité. Et très tôt, il va déceler chez le petit Joseph des aptitudes qu'il va prendre un plaisir à développer. Mais il y a des circonstances particulières qui vont faire que Saint-Georges va accéder justement à cette instruction. D'abord, un premier voyage, suite à un duel, Georges qui craint d'être condamné et voir ses biens vendus, donc Anne et Joseph, part en 1747 à Bordeaux, où le petit Joseph va rester 2 ans. Il revient ensuite à nouveau en Guadeloupe. Il va repartir à l'âge de 13 ans, parce qu'en fait, avec la guerre de 7 ans, où la Guadeloupe est sous possession anglaise, ils vont être obligés de rester ces 7 années sur Paris. Et Georges va décider d'offrir la plus grande instruction à son fils. Et comme il a été mécène de beaucoup de grands maîtres d'armes, musiciens comme Handel, comme Gossec, il va donner à Joseph une instruction qui va être à la hauteur de son amour pour Joseph. Alors, Paris, c'est un tout nouvel environnement. Est-ce que son talent est très vite remarqué? Son talent est très vite remarqué parce qu'en fait, il excelle dans tout. Il est pris en charge par Texier de la Boissière, qui est un maître d'art, mais qui est surtout un formateur dans toutes les disciplines de l'époque, ce qu'on appelle tout ce qui concerne les sports du corps. Et il va très tôt voir que chez Joseph, il y a une certaine facilité à accomplir les choses et il va le pousser au-delà des capacités de ses élèves habituels. Et il va se rendre compte que ce jeune-là doit être accompagné, ce qui fait qu'il va très tôt entrer dans la garde du roi et qu'il va devenir assez rapidement chevalier.
Et il côtoie la cour royale, Marie-Antoinette. C'est un violoniste virtuose, un compositeur de talent, chef d'orchestre. On l'a entendu aussi, escrimeur redoutable. Alors pourquoi le nom de cet homme qui a côtoyé finalement des noms prestigieux à Paris a-t-il sombré dans l'oubli durant quasiment 2 siècles? Parce qu'en fait, Saint-Georges va faire des choses qui ne sont pas imaginables à l'époque. Il est homme de couleur, il arrive à la cour, il est anobli. Il est chevalier, c'est pas juste un titre comme ça, il est chevalier et surtout il va prendre la cause des Noirs parce qu'il va adhérer à des mouvements sur Paris qui vont justement venir en aide aux nouveaux libres, parce qu'une fois qu'ils arrivent sur Paris, ils sont libres. Mais il ne faut pas oublier que le Code noir va dicter la destinée des Noirs. Et Saint-Georges vient en opposition à tout cela. Et c'est ce qui vaut qu'il est souvent attaqué. Et à partir du moment que Napoléon a eu l'occasion de le faire disparaître, il n'hésite pas à le faire disparaître. Aujourd'hui, en tout cas, on se réapproprie son histoire, on redécouvre finalement cet homme avec des passionnés comme vous. Oui. On l'a vu, un film et puis des ouvrages. En 2005, avec un groupe de passionnés de Saint-Georges, on a monté une association pour l'étude de l'œuvre et la vie du chevalier de Saint-Georges. Et sous la base de documents, on a édité ce petit livre sous le cadre de la Sérène nationale qui avait comme mission de permettre aux Guadeloupéens de se réapproprier le personnage. Donc nous, au niveau de l'Ordre de gardien du patrimoine aujourd'hui, on espère pouvoir le rééditer parce qu'il y a très très peu d'exemplaires pour pouvoir nous permettre, nous Guadeloupéens, de nous l'approprier et même s'il n'est pas diffusé dans les salles nationales, mais au moins lui rendre hommage au niveau qu'il devrait l'être en Guadeloupe et le repositionner à sa place dans l'histoire de France. Merci beaucoup Jean-Claude Glandor d'être venu sur ce plateau pour nous parler du chevalier de Saint-Georges, né à Baillif. Donc on l'a dit, on peut d'ailleurs visiter l'habitation. Oui, l'habitation a été classée justement demeure d'illustre par le ministère de la Culture. Merci beaucoup. L'histoire est aussi au cœur du tout premier roman de Sébastien Matou-Parsad, maître de conférences en économie à l'Université des Antilles. Il vient de publier Le Chant des fromagers, un hommage aux ancêtres guadeloupéens qu'il a présenté à un public séduit lors d'une rencontre littéraire. Paul-Henri Scoll et Jean-Marie Mavounzi ont suivi cette soirée pour nous. Ce premier roman, Le Chant des fromagers selon l'imaginaire de Sébastien Matou-Parsad, est une fiction qui parle d'une Guadeloupe plurielle. C'est l'histoire de jeunes Africains arrachés à sa terre natale, réduits en esclavage en Guadeloupe, vendus, humiliés et battus. Il connaît l'amour, l'espoir dans le désespoir avant de tout perdre. Ce rendez-vous littéraire a fait salle comble, prémisse d'un éventuel succès populaire de ce roman. C'est vrai qu'il surprend par une maturité et c'était important justement au cours de cette soirée de le découvrir lui et de comprendre comment il en est arrivé à pouvoir sortir un tel roman. Il est indien et il écrit sur l'histoire des Noirs, mais on voit, pour reprendre ce que disait le professeur Thompson, qu'elle a une sorte de transgression des couleurs, de transgression des ethnies. On peut être indien et écrire sur l'histoire des Noirs et inversement. J'ai écrit ce roman-là avec les tripes. Je l'ai écrit aussi sans concession et donc parfois c'était assez déroutant, je pense, des passages dans le roman qui sont assez déroutants. Mais j'y ai mis vraiment tout ce que j'avais, tout ce qui me tenait à cœur depuis de très longues années pour essayer de rendre hommage à notre histoire et aussi à nos ancêtres. Et pour que les échanges se fassent en toute convivialité, Sébastien Matou-Parsad a innové le concept en alliant littérature et musique. On arracha les enfants des bras de leur mère qui se mirent à crier, convaincus que les petits allaient être mangés par les blancs sur le négrier. Ce que j'ai essayé aussi de faire, c'est à travers l'histoire des personnages, de rendre hommage à notre histoire en rappelant des heures sombres du passé, mais les heures sombres qui étaient parfois éclairées de lumière et d'une lumière qui donne envie de regarder vers l'avant. Pour ses premiers pas dans la sphère littéraire, de la vie de lecteur et futur lecteur du livre, et pas des moindres, l'histoire tient en haleine par la qualité de l'écriture de la trame, le déroulé et la synchronisation des personnages. C'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle l'une des principales informations du journal. C'est cette opération de contrôle peu courante, le dôme de la Soufrière. Cette zone à risque est interdite d'accès depuis 2019 et les autorités ont tenu à rappeler aujourd'hui les règles aux randonneurs.
À noter que la première étape du Traditour a été remportée par Surprise Là, barré par Karl Chipotel. Et pour revivre cette première journée de voile traditionnel, rendez-vous dans quelques minutes avec votre magazine Carnet de bord présenté par Yael Selbonne. À demain, 19h30. Très belle soirée à tous. Merci.